faire un point précis. Je n'ai jamais acheté de Louboutin et je n'en ai pas. L'impression que ça donne, c'est que vous passez un peu de Louboutin à Boutin. Non. Les campagnes municipales sont parfois l'occasion de mises au point surprenantes. Elles sont aussi l'occasion d'une communication de proximité, parfois audacieuse, on le verra. Alors comment faire campagne quand on prétend un deuxième, troisième, voire quatrième mandat ? Faut-il jouer de sa stature nationale ou au contraire de son ancrage local? Et quelles sont les recettes d'Alain Juppé à Bordeaux, de Martine Aubry à Lille ou de Gérard Collomb à Lyon? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, en tout honneur, ceux qu'on appelle parfois les barons, avec nous 4 invités. Bonjour. Olivier Delagarde, journaliste à France Info. Vous avez coordonné cet ouvrage sur, je cite, Les Roitelets. C'est sous-titré La France des fiefs et c'est aux éditions L'Archipel. Virginie Martin, spécialiste en communication et présidente du think tank Different. On compte sur vous pour analyser la communication de ces élus en campagne. Dominique Minguenot, linguiste, pour décrypter leur discours et notamment toutes les circonvolutions par rapport au contexte et aux enjeux nationaux. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. On va commencer avec vous par quelques images insolites. Quelques maires qui ont trouvé des moyens originaux de faire campagne. On commence par Christian Estrosi à Nice, maire sortant UMP et grand favori des sondages. Salut. Comme tous les samedis matins, Christian Estrosi arrive en petite foulée pour un footing républicain avec ses partisans. Bonjour. Approchez-vous, s'il vous plaît. Coulée verte. On va jusqu'à Magnan, demi-tour. On fait le port. Équipé d'un micro, il met en garde. Attention. L'image du maire en campagne doit être parfaite. Ça va être une promenade de santé, cette campagne municipale. Non ? Il ne faut jamais avoir d'arrogance, mais il faut vivre une campagne comme du bonheur. Allez, on est parti. Un seul chemin mène à la mairie. Vivons Nice avec la Dream Team de Christian Estrosi. Voilà, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle faire campagne en mouvement. Quant à Alain Juppé, eh bien, il est en mouvement aussi, mais peut-être un peu moins sportif. Regardez. Vous avez votre carte de tram? Oui, madame. Vous n'avez pas d'abonnement? Si, mais je l'ai laissé à la mairie. Alors j'ai acheté un ticket. Et voilà donc Alain Juppé et plusieurs membres de son comité de soutien en campagne dans le tramway à la rencontre des usagers. En privilégiant la proximité et en multipliant les contacts, le maire de Bordeaux cherche à casser cette image froide et rigide qui lui colle encore un peu à la peau. Il y a des personnes qui me disent, voilà, on souhaiterait vous rencontrer, on n'a pas pu le faire jusqu'à présent. Donc ça permet de parler, alors c'est un peu rapide, mais on échange des idées, on échange des cartes de visite pour se revoir. Des photos. On prend des photos, ah oui, ça les photos, c'est un sport extrêmement répandu à tous les âges d'ailleurs. Alors qu'est-ce qui fait la photo? Mais quand un passant l'interpelle en accusant la mairie d'avoir financé les travaux de l'église Saint-Éloi, son Saint-Landais ne fait qu'un tour. Je ne mets pas un sou dans Saint-Éloi. Je ne mets pas un sou dans Saint-Éloi, ça appartient à l'évêché. Ça appartient pas à la ville. Alors racontez pas n'importe quoi. L'église de Saint-Éloi a été financée par la mairie de Bordeaux, monsieur. Vous mentez, monsieur. Voilà, le Saint-Landais tourne-t-il plus vite que les autres? En tout cas, Alain Juppé n'a pas cessé par la suite d'aller à la rencontre des Bordelais avec une autre trouvaille, le speed dating électoral. Et voilà le maire de Bordeaux dans son costume de candidat, installé en plein air pour des tête-à-tête sans rendez-vous avec les Bordelais. Je lui ai parlé d'immobilier, qui est un sujet important parce que je ne crois pas me tromper que le maire souhaite voir la ville grossir en termes d'effectifs. Ce sont des échanges qui sont, je crois, très fructueux. En tout cas, moi, ça me passionne de voir un peu les réactions des gens, très directes. Vous voyez, là, il n'y a pas de protocole. Chacun dit ce qu'il a sur le cœur. Et je pense que c'est très positif. Voilà, alors, bon, à la tête des maires qui sont moins originaux, là, on a pris quelques initiatives qui nous paraissaient, on va dire, novatrices, notamment le fameux speed dating, Denis Bertrand, ces rendez-vous express comme ça, ou plutôt ces rendez-vous sans rendez-vous. Que pensez-vous de cette manière de faire campagne, des images que ça produit? Est-ce que pour vous, c'est du gadget, ou alors est-ce que ça fait sens? Et si oui, lequel, Denis Bertrand? Oui, forcément, ça fait sens. Ça fait sens, c'est-à-dire que je crois que ça relève d'une pratique, d'une conduite qui est la même, que ce soit la version Estrosi ou la version Juppé. Ah bon?
Oui, Pareil, sur la base qui est la même, qui est celui du mimétisme populaire. C'est-à-dire entrer dans la condition de son électeur, jouer la condition de l'autre et se trouver dans un contact égalitaire ou simili-égalitaire ou pseudo-égalitaire avec les lecteurs. Donc cette espèce de mimétisme, de relation croisée se traite différemment, très différemment dans les deux cas. C'est intéressant de voir d'ailleurs, moi je me suis interrogé en voyant Estrosi. Oui, parce que oui, pour vous, le mimétisme, c'est les électeurs de Nice font des footings, je fais des footings comme les électeurs, d'accord, je prends le tramway comme ça. Mais le statut du sport, évidemment, on pense immédiatement à Sarkozy. Bah oui, j'allais dire, il s'agit d'une posture très sarkozyste. Est-ce qu'il y a un statut politique marqué à droite plutôt qu'à gauche de l'usage du sport dans des conditions comme celle-là? C'est quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, vous dites que dans les deux, il y a ce point commun de se mettre un peu dans la condition des lecteurs, Olivier Delagarde. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense qu'on a effectivement deux campagnes tout à fait différentes, avec un Christian Estrosi qui va appuyer sur ses qualités. C'est quoi ses qualités? Le sport. Pourquoi est-ce qu'il fait du sport? Faut pas oublier que c'est un champion du monde de moto, c'est un sportif. À mon avis, c'est de la com parfaite là, pour Estrosi. Parcourir sa ville en courant, en groupe, l'idée du sportif qui, en plus, est le premier, il tire la ville derrière lui, il va traverser la ville de Nice, il n'oublie pas non plus qu'il est en campagne, c'est merveilleux, le petit moment, attention au micro. Alain Juppé, c'est tout à fait différent. Alain Juppé, il essaye de corriger quand même une image qui lui colle à la peau, l'image du technocrate éloigné de la réalité de sa population. Et du coup, il est content d'avoir ces images, même où il se fait un peu interpeller, etc., parce que ça montre qu'il est il est content d'aller dans le tramway. Le tramway, c'est très très important à Bordeaux comme dans beaucoup de villes. Ouais. Et puis de montrer qu'il y a une proximité. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on ne se corrige jamais totalement. Ce petit passage merveilleux, on échange des cartes de visite. Vous imaginez comme avec les ouvriers de Bordeaux, vous échangez des cartes de visite. Non, on reste quand même un peu, on reste un peu quand même un énarque, un technocrate. Bon, et voilà, on se refait pas totalement. D'accord. Et puis sachant aussi que dans le cas de Christian Estrosi, nous, ce qui nous frappait, c'est qu'en fait, pour le coup, c'est plus une image qu'il produit qu'une rencontre, parce qu'en fait, il va faire son footing. Je sais pas si je sais pas si en footing on discute beaucoup avec les électeurs. Vous prenez laquelle en matière de communication? Ce que je trouve intéressant chez Christian Estrosi, c'est aussi, rappelons-nous, la gauche fait régulièrement des banquets républicains. Et dans l'histoire, évidemment, c'est excessivement important et symbolique. Et là, il transforme ça en footing républicain, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle. C'est pas n'importe quel footing. Il appelle ça un footing républicain, ce qui est quand même assez novateur, voire cocasse. Voilà, exactement. Alors évidemment, on joue beaucoup sur quelque chose de très important aujourd'hui dans l'esprit jeunisme qui caractérise toutes les sociétés occidentales développées. Là, évidemment, même à 58 ans, il faut pouvoir continuer à montrer un aspect de la jeunesse. Il fait aussi une campagne à l'américaine d'une certaine manière. D'ailleurs, il dit bien la Dream Team. Il n'emploie pas n'importe quel mot. Mais comme vous le disiez très justement, il reste le leader. Et il fait voir à quel point il connaît très bien sa ville, il faut passer par là, etc. etc. Mais c'est quand même lui qui mène la danse. Moi, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Alors après, je trouve aussi que ça colle. Il ne faut pas oublier nous sommes à Nice. Oui, voilà, c'est ça. Chaque campagne s'adresse à un électorat. Exactement. Si Estrosi fait ça à Bordeaux, la bourgeoisie traditionnelle bordelaise ne peut pas comprendre ça. A raison. Exactement. Ça ne coïncide pas avec la sociologie électorale. Alors que là, ça correspond très bien à la PACA, au culte du corps, la Méditerranée, la French Riviera. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui colle bien, chacun dans leur sens, au terrain qui est le leur. Le tramway, je suis d'accord avec vous, pour Bordeaux, c'est excessivement important et c'est une belle réussite d'Alain Juppé. Mais ce que je trouve aussi intéressant quand même dans ce speed dating, je trouve qu'il y a autre chose qui me paraît intéressant. Et là, je trouve qu'il ne faut peut-être pas être trop critique. Alain Juppé fait quand même du sondage sans sondage. Et c'est quand même pas mal, à un moment donné, de sentir l'air du temps. Ces gens, ces élus, ces barons locaux savent combien ils sont tout de même coupés de beaucoup de réalités. Il n'est pas que dans l'image, il est aussi dans... C'est ça, il entend, il dit j'ai besoin de prendre le pouls. Et je trouve que ce sondage sans sondage, avec ce... Bon, c'est vrai, ce speed entretien comme ça... Rapide, ouais. Oui, il me semble quand même isolé comme ils sont
par leur fonction, leur cabinet. Je trouve que c'est aussi important. Ces images, certaines images de ces images de campagne suscitent parfois des demandes d'explications. Ça a été le cas avec Rachida Dati, un maire du très conservateur 7e arrondissement à Paris. Alors on la voit depuis quelque temps multiplier les signes envers l'électorat catholique. D'abord en rencontrant le pape fin 2013, puis en se rendant à la messe dans les paroisses de son arrondissement, ce qui lui a valu d'ailleurs un papier mordant dans VSD et des questions sur BFM. Alors s'agirait-il de séduire l'électorat catholique? Question et voici la réponse. Monseigneur Chauvet, pour lequel j'ai le plus grand respect, qui est effectivement le curé de la paroisse Saint-François-Xavier dans le 7e arrondissement. Je le connais depuis très longtemps. D'abord, c'est quelqu'un de très ouvert, très œcuménique, on parle spiritualité, et je peux vous dire que son église est pleine tous les dimanches. Donc, je fais partie de ces paroissiens, pleine si je de peux dire. paroissiens et d'électeurs. Tout à fait. Non. Non, non, mais... C'est marrant, alors pas vous, et pas vous, et pas vous. Je vais vous dire, j'ai fait 18 ans chez les Carmélites. Voilà. Mes enseignantes étaient des sœurs, les offices religieux, j'ai toujours participé, et depuis que je suis élue maire, c'est pas maire du 7e, je vais dans les paroisses, comme je vais, j'assiste au culte protestant. Effectivement, moi, je fais honneur à ceux qui animent cet arrondissement. Vous êtes croyante? Mais là, vous êtes dans l'intime. Jean-Jacques Bourdin, vous êtes dans l'intime. Vous pouvez me répondre ou ne pas me répondre, c'est votre droit. Je suis dans l'intime. Je considère que la foi, ça fait partie de ma vie. Voilà. Moi, je suis croyante, mais c'est la première fois que je dis ça dans le cadre d'une interview. Je considère, vous savez, moi, j'ai jamais fait état de mon intimité. C'est ce qui agace d'ailleurs certains, mais c'est ce qui me permet aussi d'avoir la vie que j'ai, d'être tout à fait dans l'équilibre et aussi dans la sérénité. Donc, je vais quand même pas aller dire où sont les clés de mon bonheur ou de mon équilibre. Voilà, après, on part quand même d'un soupçon d'opportunisme électoral et puis on arrive à toutes ces révélations, à grande explication, révélations aussi. Rachida Dati est croyante. Dominique Minguenot, que pensez-vous de sa manière de se défendre et puis d'essayer de retourner, parce qu'on a l'impression qu'elle cherche à retourner comme ça les accusations d'opportunisme électoral? Moi, j'ai pas l'impression qu'elle a un discours très très cohérent, c'est-à-dire, en fait, elle suit deux lièvres à la fois. Elle voudrait à la fois réfuter l'idée que c'est de l'opportunisme. Donc, il dit, j'ai fait 18 ans chez les Carmélites, je le connais depuis très longtemps, etc. Donc, et puis, je parle de spiritualité. Donc, il y a cette idée d'un contre-discours. Je ne suis pas celle que vous croyez, je ne suis pas une opportuniste. Bon. Et puis, il y a un deuxième problème qui surgit au fil, parce que ce n'était pas tellement attendu, l'élection de l'intimité. Est-ce que vous êtes croyante, effectivement? Et alors là, on part dans un discours, à mon avis, assez confus, qui consiste en ce qu'on appelle des dénégations en psychanalyse, à savoir, je ne parle pas de mon intimité, et surtout, je ne vais pas aller dire ce qui fait la clé de mon bonheur, alors qu'elle vient de dire que c'est la croyance. Donc, à mon avis, ces dénégations successives montrent quand même un certain embarras. Et j'ai l'impression qu'elle est plutôt ici en pilotage automatique. Il n'y a pas énormément... Elle était partie sur un discours politique et là, d'un seul coup, elle est déstabilisée par la question de... D'accord, donc vous la voyez déstabilisée? Non, pas déstabilisée, mais je veux dire... embarrassée, elle rame. C'est vrai qu'elle rame. Ce n'est qu'un extrait, c'est plus long, mais c'est vrai qu'il y a un peu le côté elle rame. Et en même temps, je ne parle pas de mon intimité, mais en même temps, je vous dis que je suis croyante. Dans le cadre d'une campagne de communication vis-à-vis de l'électorat catholique du 7e arrondissement, elle ne perd pas le nord quand même, non? C'est-à-dire, c'est exactement ça. Elle a vraiment là, elle expose une intimité à géométrie complètement variable, puisque finalement, elle nous raconte son enfance, elle nous raconte des choses très intimes et très privées. En revanche, son intimité, tout d'un coup, s'arrête quand on lui dit et quid de votre pratique personnelle? Et là, mais elle répond quand même. Voilà. Oui, elle dit je suis croyante, mais enfin, on ne sait pas. Et puis aussi, il y a énormément, effectivement, de dénégations. On sent bien combien elle évite de parler des autres religions. Elle ne parle que du catholicisme et du protestantisme. Évidemment, elle occulte très habilement politiquement les autres religions qui auraient pu être quand même, elle aurait pu citer aussi l'islam. Oui, elle le mentionne à un moment, mais très rapide. Voilà, très rapidement. Et là, on est exactement, parce qu'il y a l'électorat effectivement conservateur de cet arrondissement, mais on est, il ne faut pas l'oublier aussi, dans la polémique actuellement autour de la théorie du genre, ou des plutôt études de genre. Et elle doit absolument recoller à la traditionnelle vision catholique de la question homme-femme, de la question éventuellement d'égalité homme-femme, mais en tout cas surtout pas des études de genre. Donc là aussi, c'est aussi, je fais allusion à la manif pour tous au 3e degré, et tout le monde entend bien tout ça. Et je suis bien la maire du 7e arrondissement. Je suis bien la maire du 7e arrondissement. Et du coup, parce qu'effectivement, elle est quand même sur un terrain assez...
c'est assez peut-être glissant ou je sais pas, ou en tout cas périlleux d'aller comme ça se faire photographier à la messe. Je sais pas si c'est pas forcément évident, la visite au pape. Ça dépend quand même, parce qu'il faut rappeler une chose, c'est que le 7e arrondissement de Paris, c'est plus qu'un arrondissement bourgeois, c'est un arrondissement aristocratique et un arrondissement profondément catholique. Et il y a un problème avec Rachida Dati, c'est que son image ne colle pas tellement au sociotype de ses électeurs. Hein. Ses Donc phrases elle a raison, passées, même si ça fait très grosse ficelle. ça fait très grosse ficelle. C'est de la très grosse ficelle. C'est de la communication politique, on va dire, au bulldozer. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Ça, on verra dans les urnes. Mais enfin, du coup, oui, elle y va au maximum. Pourquoi? Parce que dans le 7e arrondissement, vous entendez des vieilles dames qui disent de toute manière, Rachida Dati, qui a eu un enfant hors du mariage, etc., Ouais. ça a quand même du mal à passer. Alors c'est étonnant d'ailleurs de voir comment Rachida Dati, qui joue et qui a joué longtemps au niveau national sur le côté justement un petit peu beurette, Oui, bah, elle est obligée de se déclarer. est obligée quelque part de jouer totalement à contre-emploi dans sa circonscription pour simplement gagner les élections. Hein. Oui, enfin, où elle est donnée gagnante, mais effectivement avec plein de listes dissidentes, enfin dans un contexte finalement moins évident que ce que ça aurait pu être effectivement dans ce 7e arrondissement où normalement c'est où normalement c'est en facile. tout cas acquis à la droite. Voilà. Denis Bertrand, un petit mot sur l'effet produit au-delà des électeurs du 7e arrondissement. Mais moi je suis assez étonné par un procédé qu'elle utilise dans son discours qui à plusieurs reprises, qui est très, très classique, très identifié en rhétorique, c'est le principe du monsieur Dupont pour ne pas le nommer. C'est la prétérition. Elle dit qu'elle ne va pas dire tout en le disant. Oui, voilà. Ce qui produit d'ailleurs l'effet assez comique de cette séquence. Donc ça produit l'effet comique. Mais en même temps, ce qui est intéressant à mon avis, c'est pas seulement, c'est presque une stratégie. Ça peut être compris comme une stratégie, ce mécanisme-là, parce que ça lui permet, en fait, de rendre publique sa vie intérieure en disant que la vie intérieure c'est quelque chose de privé. Et cette manière de rendre publique sa vie intérieure, tout en disant que c'est quand même très intérieur. Et c'est par rapport à son électorat et par rapport à, disons, cette spécialité religieuse qu'est la mise en spectacle de la vie intérieure, je trouve que c'est quand même assez intéressant comme technique. D'accord, donc vous direz comme quand procédé. même assez efficace comme procédé, dans la mesure où elle est dans une situation pas simple. Elle parle à un public, comme vous le disiez, elle parle à un public qui est quand même un grand spécial, tout le public chrétien du 7e arrondissement. Et puis d'ailleurs, la foi chrétienne est une foi qui est souvent extériorisée, pour le coup. C'est exhibé de la vie intérieure. Et elle fait un spectacle de sa vie intérieure. Alors l'autre sujet très délicat pour certains candidats en campagne, après la foi, il y a la question de l'âge, ça y est, tous les sujets tabous et intimes parfois. Alors, à l'époque où on parle beaucoup de renouvellement des générations, comment justifier le fait de repartir à 74 ans pour un 4e mandat? Écoutez, la réponse de Jean-Claude Gaudin à Marseille, un maire sortant et candidat à sa réélection, tout d'abord devant un parterre de journalistes en janvier. Vous ne posez pas la question, mais je vais vous le dire. Bien sûr que je me suis interrogé. Est-ce que je dois recommencer ou est-ce que je dois m'arrêter? Alors m'arrêter, pour moi, c'est difficile. Hein. Je me sens en forme, je me sens capable de faire les choses. Mes amis à Paris, de la formation politique à laquelle j'appartiens, on dit, écoute, tu n'as pas le choix, il faut y aller. Tu as envie? Oui, j'ai envie. Alors si tu as envie, tu y vas. Voilà, si tu as envie, tu y vas. Le sujet semble évacué et pourtant, ça ne l'empêche pas de ressurgir régulièrement dans la campagne. Regardez. Je te le fais tout. Bonjour, monsieur le maire, ça va? Bonjour, Dominique. À droite, écharpe bleue, Jean-Claude Gaudin, 74 ans, maire de Marseille depuis 18 ans, en défense. Ma vie, c'est ma ville, et par conséquent, j'ai été élu très jeune, il ne va pas me le reprocher. Lui, il a grandi à l'ombre des barons socialistes. À gauche, écharpe rouge, Patrick Menucci, 58 ans, maire du premier secteur, en attaque. Moi, je n'ai jamais posé la question de l'âge de Jean-Claude Gaudin. J'ai du respect pour les individus, mais je conteste sa politique. Voulez-vous mourir sur scène comme dans la chanson de Dalida? C'est ce que mes camarades disent. Ils sont Molière, alors, c'est plus noble. Ouais. Ou de fer. Vous préférez de fer, bien sûr, c'est le modèle. Donc, mourir sur scène, pour vous? Et ce serait un plaisir. On va regarder ensemble un Et extrait. pas de mourir quand même. Non, ça, bien sûr. Mais pas de mourir quand même.
Alors, on viendra sur Jean-Claude Gaudin, mais d'abord concernant le candidat socialiste, Patrick Mennucci, ce qui est intéressant, c'est que lui dit clairement qu'il ne veut pas en faire un argument de campagne, il refuse, alors que le sujet revient, d'en faire un argument de campagne en termes de communication politique. Ça vous paraît bien ou pas? On n'a plus le droit de parler de l'âge d'un candidat quand vous êtes son challenger depuis l'affaire Jospin. Usé, fatigué, le fameux usé, fatigué. Exactement, et ça avait contribué à le faire battre. Je précise, Jospin disant usé, fatigué à propos de Jacques Chirac en 2002. Il revenait d'ailleurs des Antilles dans un avion, il avait lâché cette petite phrase auprès de confrères journalistes, et ça avait fini de l'achever. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un électorat âgé en France, et puis parce que c'est ce type d'argument qui ne fonctionne pas. En même temps, l'âge de Jean-Claude Gaudin, c'est probablement son principal handicap. Donc Mennucci ne commande pas, mais je peux vous assurer qu'il distille de petites phrases en disant « Mais vous voyez bien, regardez Gaudin, 74 ans, est-ce que vous croyez que vous avez encore... Est-ce que vous croyez qu'il a encore l'énergie nécessaire pour tenir une ville comme Marseille ?» Il sait que le travail se fait tout seul sans qu'il ait forcément besoin d'appuyer dessus, parce que stratégiquement, il ne faut pas appuyer là-dessus. Vous diriez aussi... Oui, absolument. Ce serait un argument de campagne indigne. Ce serait inélégant. Voilà, ce serait inélégant et indigne, et on le reprocherait très rapidement à Patrick Mennucci. Donc c'est très malin de sa part, et de toute façon le temps joue pour lui, il n'a rien à faire sur cette histoire d'âge. En revanche, là aussi où il ne faut pas oublier, parce que nos élus sont quand même tous, et vous venez de le rappeler, relativement vieux, et Patrick Mennucci ne perd pas le nord. Âgé, on dit. Excusez-moi, vous voyez, on ne peut même plus employer les mots. Donc Patrick Mennucci ne perd pas le nord non plus sur cette affaire-là, parce que lui-même a 58 ans, faites 6 plus 6, s'il est élu maire de Marseille 2 fois, il est à l'âge de Jean-Claude Gaudin, à une rapidité de l'éclair. Donc il ne perd pas le nord non plus à sa propre, si vous voulez, sur sa propre carrière politique. Parce que Patrick Mennucci réussit enfin politiquement à être député sur le tard, alors qu'il est effectivement, il a grandi à Marseille, et effectivement près de Fer et tous les barons locaux. D'accord, donc contrairement à Patrick Mennucci, il s'y prend bien, vous dites, en matière de communication. Concernant Jean-Claude Gaudin, Dominique Mangonneau, que pensez-vous de sa manière d'aborder le sujet? Parce qu'on a l'impression qu'en même temps, il est prêt à en parler et à en rire, et en même temps, on avait l'impression quand même au départ qu'il cherchait un petit peu à l'évacuer au mois de janvier. Alors qu'est-ce que vous pensez de sa manière de répondre? Moi, ce qui me frappe, c'est la façon dont il met en scène tout ça. C'est quand même une pagnolade. C'est-à-dire, bon, déjà, il y a l'accent de Marseille qu'il surjoue, bien sûr. Ça en fait un sujet léger. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon, par exemple, il ne dit pas l'UMP, il dit les amis de la formation, etc. Autrement dit, ça devient des rapports entre amis. On est en famille, il y a quelque chose, c'est un peu la partie carte de Pagnol, on est toujours dans quelque chose de l'ordre de la relation entre deux personnes. Et là, je pense qu'il y a un trait probablement, disons, à la fois qui tient au midi, une certaine représentation, finalement, c'est des rapports personnels, et au modèle familial. Et fondamentalement, il y a une évacuation du politique en tant que tel. D'ailleurs, même Mennucci, je respecte les personnes. Et d'ailleurs, je préciserai un petit point, il me semble que ce n'est pas complètement un tabou lié à l'âge. Il y a aussi qu'il y a une tradition topique en France que la gauche attaque les idées, et la droite aime bien dire qu'on est jeune, capable, dynamique, etc. Oui, d'accord. Donc la gauche ne veut pas aller sur ce terrain. La gauche n'aime pas beaucoup le terrain, je pense. Elle aime le terrain des idées, je pense. Oui. Denis Bertrand, sur la manière dont Jean-Claude Gaudin réagit. Ce qui est frappant, évidemment, c'est le contraste entre l'énergie affichée et le problème posé. C'est-à-dire il a l'air très énergique, oui, c'est la meilleure réponse. Bien sûr, c'est l'homme de l'estrade, c'est le battleur. C'est un spectacle qu'il offre au public et qui va très très loin puisqu'il va jusqu'à la mort. La mort. Oui, en disant j'aimerais mourir sur scène, ce qui peut presque faire peur d'ailleurs. Ce qui serait un plaisir, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est comme une trouvaille ça. C'est une trouvaille de pouvoir énoncer la scène de sa mort. Moi je trouve ça assez extraordinaire comme moment spectaculaire, disons. Donc en fait, il évacue bien le sujet. Oui, je trouve qu'il gère assez efficacement là. En attendant, avant de mourir sur scène, il aura quand même tué tous les challengers de son camp. C'est merveilleux quand il dit tout le monde à Paris me demande d'être candidat. Parlez-en à Renaud Muselier quand même, dont il a quand même savonner la planche pour l'empêcher d'être candidat, c'est quand même ça la réalité aussi de ce pouvoir local. Ce qui est malin de sa part tout de même, c'est qu'il légitime la question. Il ne dit pas c'est une question dont il ne faut pas parler. Oui, tout à fait. Il la légitime, il accepte. Et en l'acceptant, finalement, il la reçoit beaucoup plus doucement et il nous la renvoie comme si c'était effectivement totalement dédramatisé. Et ça, c'est très malin de sa part.
Alors, autre sujet compliqué qui peut se cumuler d'ailleurs avec l'âge, parfois, c'est celle justement du cumul. Depuis la loi donc votée sur le non-cumul, les députés maires ou sénateurs maires devront choisir d'ici 2017. Donc ça leur laisse un petit peu de temps. Mais comment faire campagne dans ce contexte-là? Alors là aussi, il y a plusieurs stratégies qu'on va commenter. On commence par ceux qui assument, comme François Rebsamen à Dijon. L'efficacité de la double casquette, un principe défendu par François Rebsamen. Le sénateur maire de Dijon est aussi président du groupe socialiste au Sénat. Demain, il devra renoncer à l'un de ses mandats et cela ne passe pas du tout. Je suis sénateur, je suis candidat à la mairie de Dijon, donc si on ne veut pas que je cumule, c'est pas la peine de me réélire comme maire de Dijon. On verra ce que ça donnera. Voilà, ceux qui ne veulent pas que je cumule, ils n'ont qu'à pas m'élire. Donc François Rebsamen, candidat à un 3e mandat. Mais un maire proche de François Hollande peut aussi se voir proposer dans un certain contexte de devenir ministre. Dans ces cas-là, que ferait-il? Écoutez sa réponse. Tout le monde se pose une question, je vais vous poser celle de Robert sur Internet. Monsieur Rebsamen, si vous êtes réélu maire de Dijon en mars 2014 et peu de temps après on vous propose de devenir ministre de l'Intérieur, quelle sera votre décision? Mais j'attends déjà qu'on me propose d'être ministre de l'Intérieur. On vous l'a proposé? Et puis non, on m'a jamais proposé d'être ministre de l'Intérieur. Et on m'avait proposé d'autres postes, mais pas celui-là. Et puis moi, je suis respectueux des échéances. Je suis candidat à être maire de Dijon, à nouveau. Et donc, je vais respecter les échéances. C'est fort sympathique, la personne qui vous demande ça. Mais déjà, il faut être réélu. Et il ne faut pas brûler les étapes. Et donc, il faut être respectueux du suffrage universel. Et puis ensuite, je prends l'engagement d'être ministre jusqu'en 2020. Ça, c'est ce que rêvent ou ce que pensent certains. En réalité, on ne sait pas ce qui va se passer. Je prends l'engagement, moi, d'assumer mon mandat de maire jusqu'en 2020. Voilà. Voilà, bon, on notera au passage le beau lapsus, maire ou ministre jusqu'en 2020. Alors, question d'actualité, donc aussi concernant le fait de pouvoir éventuellement devenir ministre. Et bien, cette question a été aussi posée à Martine Aubry, candidate elle aussi pour un 3e mandat à Lille. Regardez sa réponse. Est-ce que vous dites je refuserais si on me proposait d'aller à Matignon, par exemple? Oui, mais enfin, on ne dit pas cela parce que c'est le président de la République qui fait des propositions. Je dis, je reste à Lille, je serai maire de Lille et présidente de la communauté urbaine. Voilà ce que j'ai à dire, c'est tout. Mais on va pas tous les jours me demander si je vais être Premier ministre, ce qui est d'ailleurs ridicule entre nous, parce que c'est le président de la République qui décide. Après ça, la personne peut dire ce qu'elle veut. Moi, je l'ai dit, je reste à Lille. Pour la énième fois, à vous, Ruth Elkrief, peut-être auriez-vous la gentillesse de le faire savoir pour éviter que je ne réponde à cela. J'ai quand même une dernière question. Je suis tellement bien dans ma ville. Voilà, Martine Aubry, elle, qui était donc contre le cumul des mandats. Donc de son côté, ça semble très clair. Lille et seulement Lille, ça me suffit. On a l'impression qu'elle ferme complètement la porte au reste. Alors la question, c'est pourquoi selon vous? Est-ce habile? Mais d'abord, peut-être aussi sur la manière, est-ce qu'elle ferme vraiment complètement la porte ou est-ce qu'il y a peut-être des ambiguïtés qui nous ont échappé? Si vous en voyez une, Denis Bertrand? Vous en voyez une? Ah oui, j'en vois une très nette. Dans les deux cas, on est face au problème du mensonge politique. Du mensonge? Bah oui, parce qu'il y a un engagement à prendre, il y a un engagement qu'on sait qu'on ne peut pas forcément tenir. Et on botte en touche. Et la technique de Martine Aubry est très claire, ce plan de la langue, je serai d'accord, c'est l'emploi forcené du présent. Je reste. Elle bloque toute représentation du futur. Je reste. Et elle le répète 3 fois. J'y suis, j'y reste. J'ai mon bonheur ici. J'y reste, ça veut dire dans le futur quand même, non? Ah non, vous dites non dans le présent. J'y reste, c'est pas j'y resterai, quoi. Je suis tellement bien dans ma ville. Il y a cette espèce du présent, de la présence au présent, qui fait qu'on élimine l'horizon du futur, de l'engagement, de la temporalité. Donc on peut comprendre le présent comme un présent de la durée, on peut le comprendre comme on veut, on peut le présenter, mais d'une certaine manière, si elle trahit ce qui peut être compris comme une promesse, elle pourrait dire « je n'ai rien promis ». À ce moment-là, je dis, je reste. Et puis même psychologiquement, elle ne répond qu'au présent. D'accord, voilà. Ça c'est l'astuce pour Martine Aubry. Tout à fait, à mon avis. Oui, une petite réaction. On peut dire qu'effectivement on n'a jamais promis et puis que chaque élu local rêve d'un destin national. Mais ce n'est plus forcément exact. Oui, la concernant, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est du présent qui vaut futur. Et pourquoi? Parce que finalement, vous apercevez d'une chose, c'est que quand vous êtes élu national, vous êtes finalement battu à toutes les élections, à l'élection suivante. Quand vous êtes maire, vous êtes pratiquement imbattable. La preuve, ils sont tous candidats pour des 3e, des 4e mandats. Et la déclaration de Rebsamen, qui nous dit quand même qu'on lui a proposé d'être ministre et qu'il n'a pas voulu,
dit que finalement, en échange de ma mairie de Dijon, je ne l'échange pas pour n'importe quoi. Et que finalement, je préfère être roi de lait dans ma commune que ministre des choux farcis. D'accord, donc vous dites c'est pas si ambigu que ça. C'est pas forcément si faux que cela aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des hommes politiques qui se posent la question à 2 fois avant de rentrer dans le gouvernement. Sur Martine Aubry, puis après on va passer d'abord sur Martine Aubry. Sur Martine Aubry, il y a quand même un problème de fond. D'abord un problème de fond politique, idéologique voire, mais aussi un problème d'entente, ou plutôt de mésentente tout de même avec François Hollande. Donc on peut tout de même la croire quand elle dit « je suis très très bien à Lille et j'ai très envie d'y rester ». Je pense qu'elle est bien mieux à Lille, effectivement, même si que de jouer le Premier ministre de François Hollande. Ça paraît très compliqué pour eux. Est-ce que vous reconnaissez qu'en termes de communication, il y a peut-être quand même ce que disait Denis Bertrand, le présent, non Non, moi je trouve qu'elle ne gagne pas de temps, je trouve qu'elle est assez ferme. Elle a le style aussi Martine Aubry, hein, très direct et un peu à l'âge comme ça. Donc pour vous c'est clair. Et puis surtout l'incompatibilité tout de même. On verra, l'avenir vous départagera concernant... c'est pas clair. Non, pour vous, c'est pas. Parce qu'elle fait, je suis désolé, il y a un contrat de langage. On lui pose une question très précise. Si le président vous demande, refuserez ou pas, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle reformule 2 fois la question, de façon à dire ça ne se passe pas comme ça, c'est le président qui demande. Mais c'est bien ce que lui dit la question, justement. Donc elle reformule sur quelque chose qui n'a pas à être reformulé. Et elle botte en touche. Et donc il me semble qu'en fait... Et puis c'est peut-être qu'elle est très ferme sur ce qu'elle veut consciemment, mais inconsciemment... Moi, je suis pas d'accord. Elle prend un ethos de fermeté pour cacher une sorte de brouillage, et je ne suis pas sûr que ce soit si clair pour elle-même. Voilà, c'est ça. La question, c'est pour elle-même. Bon, on n'est pas dans sa tête, mais bon. Et concernant François Rebsamen? Moi, j'ai un tout petit détail qui m'a amusé, et qui est très intéressant. Il dit à un moment, si on ne veut pas que je cumule, etc., on n'a pas voté pour moi, un truc comme ça. Mais c'est qui on? Il y a un paradoxe. Le on, en fait, ceux qui ne veulent pas, c'est le gouvernement et le Parti socialiste. Or, le on qui va voter, c'est les électeurs. Autrement dit, comme il est président, il ne peut pas frontalement disqualifier le gouvernement, mais il envoie un message subliminal du style, si les électeurs me donnent raison, vous voyez que... C'est pas subliminal du tout. Parce que vous parliez de la stratégie de François Rebsamen, sa stratégie, c'est je ne lâche rien sur le dossier. Oui, d'ailleurs, sur le non-cumul, il a été très en pointe, on voit très bien l'argument qu'il va annoncer. Il va dire, attendez, moi, les électeurs m'ont élu. Vous voulez me retirer ce mandat alors que les Français m'ont élu maire, m'ont élu sénateur. On voit très bien comment la polémique va rebondir après les élections municipales. Là, on voit bien, vous dites effectivement qu'il est très clair sur ce sujet sur lequel il s'est beaucoup exprimé. Il a été assez violemment, effectivement, pour le cumul et contre le non-cumul, et il l'est toujours. Ça se voit. Et sur le ministre ou pas? Parce que là... c'est un peu comme Martine Aubry. Vous diriez pareil. Je ne comprends pas. Si on devait me dire quelle est sa position, je ne peux pas répondre. Dernier sujet sensible de la campagne, il y a celui des enjeux nationaux. Quand le gouvernement est impopulaire, pas facile de faire campagne avec l'étiquette PS, surtout quand en face, l'UMP n'hésite pas à nationaliser les débats, comme ici NKM, candidate à Paris, regardez. Est-ce que Mme Hidalgo soutient ou ne soutient pas le gouvernement? Moi, j'ai compris qu'elle le soutenait très fortement et vice-versa. On a bien compris qu'à Paris, voter Mme Hidalgo, c'était voter François Hollande. Est-ce que vous avez envie de donner un blanc-seing, en quelque sorte, à la politique gouvernementale qui rejoint ce grand nombre de sujets, la politique municipale? Les deux sujets se conjuguent. Est-ce que le problème, si on reste sur la situation purement parisienne... En fait, on peut se faire plaisir en se faisant du bien à Paris. Mais si on reste purement sur la situation parisienne... Alors, et en face, on l'avait vu dans d'autres émissions, Anne Hidalgo n'a pas hésité à se démarquer franchement du gouvernement sur un certain nombre de sujets. Alors, que font les autres candidats dans d'autres villes? Un premier exemple avec Adeline Hazan à Reims. Reims, sa cathédrale, c'est 180 000 habitants et depuis 3 ans son tramway. Un élément clé du bilan de Madame le maire, la socialiste Adeline Hazan. Sa campagne, c'est du local, rien que du local, pour limiter au maximum le vote sanction contre le gouvernement. Sur ces tracts, pas de logo du Parti socialiste, une stratégie qu'Adeline Hazan reconnaît à demi-mot. C'est vrai qu'il y a quelques insatisfactions, impatience par rapport à des questions qui n'ont pas encore été réglées par le gouvernement, mais j'explique aux habitants que ce n'est pas sur cela qu'on les appelle à voter.
Alors à Reims, hein, ville qui d'après les sondages est donnée assez serrée, la maire socialiste sortante évite soigneusement les références au contexte national. Quant à Gérard Collomb, maire de Lyon, donnez-lui grand favori à sa réélection, eh bien il a beau porter en meeting une écharpe rose sur un fond rose, eh bien ses propos ne sont pas tout à fait différents dans la tonalité. Écoutez. Contrairement à ce que l'on dit, les élections municipales sont des élections locales et ce que les Lyonnais auront à choisir, c'est un maire qui fait avancer Lyon. Et ce discours est lui aussi porté par la direction du PS. Écoutez Harlem Désir. Je crois que la droite essaye de nationaliser les élections municipales en faisant l'occasion d'une sanction du pouvoir ou en jouant sur le thème des impôts ou sur le thème de l'immigration, le mêlant à l'insécurité, au Rhum. Mais les Français ne vont pas se tromper d'élection. Il s'agit de choisir un maire, une équipe municipale et un projet de ville pour les 6 années qui viennent. Nous y allons avec la certitude que les Français ne se laisseront pas gruger par la manœuvre de M. Copé et qu'ils porteront leur vote sur un choix de projet de ville et d'équipe municipale. Voilà, hein, l'UMP veut faire de ce scrutin un vote sanction. Les Français ne se laisseront pas gruger. Donc on a bien compris hein, la stratégie qui est bien de déconnecter le local du national. Mais quand même, ça sonne assez durement, tout ça. On a l'impression, enfin on entend que ça sonne assez durement pour le gouvernement. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, Dominique Minguenot, sur la rhétorique, la manière de se démarquer. Parce que sans critiquer le gouvernement, on évite soigneusement de le défendre quand même. On ne rentre pas là-dedans. Oui, ben, je vais prendre justement, c'est très beau ces deux extraits, puisque Nadine Hazan et Collomb, c'est vraiment les deux possibilités. Il y en a une qui la joue à la litote. C'est vrai qu'il y a quelques insatisfactions et impatiences. Bon, alors déjà quelques insatisfactions. Bon, tout ça, évidemment, c'est une manière de minimiser, mais c'est même intéressant de voir la façon dont elle parle avec une sorte sa voix minimalise le problème. Et oui, mais elle le minimise pour en fait ne pas en parler, quoi. Voilà. Oui, mais c'est une concession. C'est-à-dire, elle reconnaît, mais comme elle a mis une litote qui est quelques insatisfactions, du coup, ça disqualifie effectivement la partie gauche de la concession. Mais alors, Collomb, c'est la stratégie inverse. C'est-à-dire que lui, c'est l'homme de conviction. Et alors, vous avez remarqué que comme il parle avec beaucoup d'emphase et qu'il finit sur Lyon en sommet, il est évident qu'il appelle l'applaudissement. Et donc, il n'y a pas d'argumentation. Finalement, contrairement à ce qu'on vous dit. Donc moi, je pense que c'est ma conviction. C'est-à-dire qu'il transforme en principe, en quelque sorte presque moral, quelque chose qui, au fond, est une injonction de type politique. Donc il y a quelque chose, ce sont vraiment deux stratégies complètement opposées pour gérer l'injonction qui vient du parti, qui est que, bon, il faut déconnecter au maximum les deux. Le local du national, oui. Là où Harlem Désir, je trouve, s'y prend assez mal en définitive, puisqu'il dit, il politise à outrance la question. Avec les arrière-pensées de l'UMP, enfin, l'intention de l'UMP. L'UMP veut en faire un vote sanction, mais de toute façon, nous sommes classiquement dans des élections intermédiaires. Qui sont souvent un vote sanction. Mais bien sûr, les élections intermédiaires sont de toute façon un vote sanction. La plupart du temps, il y a eu une exception à peu près. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Pourquoi il s'y prend mal? Il s'y prend mal aussi parce qu'il vient éclairer exactement là où ça fait mal. Ouais. Et c'est véritablement, stratégiquement, c'est très mauvais, puisqu'il parle justement exactement des insatisfactions, notamment la question des impôts et tout ce que la plupart des électeurs reprochent aussi à François Hollande. Il cautionne presque, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'en voulant... C'est-à-dire qu'en voulant séparer les deux problèmes, il cautionne presque le fait qu'on pourrait vouloir en faire un vote sanction pour de bonnes raisons. Et surtout, il met le zoom et la lumière dessus, ce qui fait que les problèmes-là ne sont pas minimalisés, mais au contraire maximisés de manière très 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 peu habile. D'accord, oui. C'est incroyable, c'est de la psychanalyse. Hein. Il faut comprendre exactement l'inverse de ce qu'il dit. Quand il dit « les Français ne vont pas se tromper d'élection », il faut en fait entendre « j'ai bien peur que les Français se trompent d'élection ». Il faut dire que Harlem Désir est sur des charbons ardents, hein. Il joue sa peau sur ces élections municipales.
D'accord, d'où cette formulation qui vous ne semble pas très habile, contrairement aux autres qui vous trouvaient sépare mieux les candidats, là, Gérard Collomb, comme le disait les conditions Dominique aussi Maguenot. d'intervention d'Adeline Nazan et de Gérard Collomb ne sont pas les mêmes. Il y a un Bien sûr. meeting. Bien sûr, voilà. ils sont sur le terrain, Voilà, c'est plus facile versus dans un tramway de beauté en pas la même touche. chose. Et puis il faut aussi dire, Adeline Nazan peut être beaucoup plus gênée parce que c'est une très proche de François Hollande. Il avait fait aussi, on n'est pas très loin de la journée du 8 mars, hein, une de ses étapes de campagne pour la présidentielle avait été le 8 mars à Reims, reçue en grande pompe par Adeline Nazan. Donc elle est aussi gênée à titre, je peux dire, personnel et politique, hein, de dire ce qu'elle est obligée de dire. Et effectivement, les sondages sont serrés. C'est pareil aussi pour Gérard Collomb. On sait aussi que les sondages... C'est moins serré, mais plus que ce qu'on avait pu dire à un moment. Exactement. Dans certains arrondissements de Lyon, c'est beaucoup plus serré qu'on ne le croyait jusqu'à présent. Mais en même temps, vous dites qu'ils ont tort, du moins pour Harlem Désir, tort de mettre l'accent sur ce... qu'il fait mal. Parce qu'il fait mal. Parce qu'il fait mal en le faisant. Mais ils sont obligés. Bien entendu qu'ils sont obligés. D'accord, c'est sur la manière de le faire. Rose que vous soulignez, écharpe rose sur fond rose, parce qu'on sait bien que chez Gérard Collomb, il n'y a juste que l'écharpe qui est rose. Hein. À Lyon, tous les Lyonnais vous le diront, il fait une politique en gros qui plaît au patronat, qui plaît à la droite. C'est un homme de gauche au niveau national et un homme plutôt de centre-droit au niveau local. C'est pas pour ça qu'il a les voix de la droite. Un petit mot, Denis il a les voix du Bertrand. centre. Un petit mot, Denis Bertrand, sur les interventions. Dans le montage que vous avez présenté, les deux extrêmes, c'est-à-dire l'extrême NKM et l'extrême Collomb, ils tiennent deux positions diamétralement opposées. Et des deux côtés, il y a quelque chose d'assez troublant à mon avis. C'est que du côté de NKM, assumer la fusion du local et du national, la fusion du municipal et du gouvernemental. Oui, il y a ceux qui veulent séparer. Elle fusionne à outrance, vous voulez dire Elle le fusionne à outrance. Elle parle de conjugaison, qui se conjugue. Mais en fait, plus que ça fusionne. Parce qu'elle compte sur le contexte national pour avoir des voix, peut-être. Le problème, c'est qu'on déduit de cela, évidemment, que c'est un argument plus qu'une réalité. Ça vaut plus comme argument, et même c'est plus perçu comme argument que comme une sorte de réalité observable. Et à l'opposé, Collomb disjoint les deux réalités nationales et locales, mais d'une façon, moi je trouve, assez étonnante. C'est comme si le récit local, le récit de la ville, faisait de la ville une sorte d'entité politique autonome. Mais surtout qui n'a rien à voir avec l'autre entité politique et l'autre récit, qui est le récit national autour. Et ça, je trouve que c'est presque une sorte de déclaration d'autonomisme politique. Mais surtout à Lyon, où il y a une détestation, le mot serait un peu fort, mais de Paris, en tout cas, un indépendantisme. L'idée de la deuxième ville de France qui vit assez mal. Voilà. C'est ce qu'on perçoit dans ce et de toute façon, et alors, bon, à la défense d'NKM, c'est vrai qu'à Paris, les élections locales, du fait de la taille de Paris, sont toujours beaucoup plus teintées de politique nationale. D'accord, donc ce que vous dites, c'est que leur discours, effectivement, joue aussi en fonction de la ville où ils sont, etc., notamment pour Gérard Collomb à Lyon. Plus largement, et pour terminer l'émission, c'est vrai qu'on a entendu, là, vous avez dit, ça se justifie, ils n'ont pas trop le choix, etc., le fait que les dirigeants socialistes et les candidats socialistes, notamment, se démarquent et cherchent à bien séparer les scrutins. Mais enfin, en même temps, quand ils font ça, ils ne défendent pas le gouvernement, en séparant bien les deux, en faisant cette espèce de cordon sanitaire entre les deux. Est-ce que ça peut avoir des conséquences à plus long terme, justement, cette espèce de discours, on a bien séparé les deux, ou c'est juste le temps de la campagne et puis après... disons que ça ne donne pas beaucoup de crédit aux politiques et dans le fond, et on sait à quel point la crise de confiance et la séparation entre les électeurs et leurs représentants est énorme depuis à peu près une vingtaine d'années, ça ne va pas améliorer les choses encore une fois, parce qu'on voit là effectivement la stratégie, voire les hypocrisies, les dialectiques, on joue, on surjoue, on contrejoue, et donc ça ne va pas rassurer bien sûr la confiance, ça ne va pas retrouver, ça ne va pas permettre de la politique, c'est ça, vous trouvez on oublie vite, vous dites. On oublie vite, enfin, l'abstention, les votes pour les extrêmes, les votes blancs, les votes nuls, on n'oublie rien finalement. D'accord, alors, et donc, oui, donc on oublie non, vite. mais on oublie vite, c'est-à-dire que... Le mot de la fin. Dans 6 mois, vous verrez, on parlera... Regardez les taux d'abstention, regardez les taux d'abstention et regardez le vote pour le Front National ou Front de Gauche, des partis non gouvernementaux, les gens n'oublient plus rien. D'accord, on oubliera... Si Madame Hazan est réélue, je peux vous dire que dans 3 mois,
elle volera au secours du gouvernement pour expliquer à quel point c'est pas pour ça que ce le personnel gouvernement politique est sera légitime, formidable. c'est ça la question. Même la D'accord. question de la Vous vraie parlez des traces légitimité. plus profondes. Bien sûr. D'accord, bon, on a bien vu. Merci beaucoup à tous les quatre pour ce décryptage des images de la campagne municipale. Merci à Marie Lebon et à Lorraine Boisson qui se sont levées tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Laure Alice Hervé qui s'est couchée tard pour la monter. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillés en ligne.